La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte singulier, puisque notre pays vit une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle, dont les répercussions humaines, civiques, économiques et sociales sont encore difficiles à mesurer. Permettez-moi, au nom de la représentation nationale, d'exprimer notre compassion pour les familles qui connaissent le deuil, pour les malades qui souffrent de l'épidémie et notre profonde reconnaissance pour tous ceux qui œuvrent au quotidien. Je pense aux soignants et aux professionnels de santé et de secours, mais aussi à tous les fonctionnaires et citoyens mobilisés et engagés qui assistent, souvent dans l'inquiétude et parfois dans la détresse, nos compatriotes en souffrance. J'appelle tous nos concitoyens à respecter strictement les recommandations qui nous sont données pour nous protéger collectivement et individuellement. J'adresse en votre nom une pensée particulière aux collègues, personnels et collaborateurs de notre Assemblée, aujourd'hui convalescents, et leur souhaite de se rétablir dans les meilleures conditions et les délais les plus brefs. Avec le double devoir de respecter ici, scrupuleusement, les consignes des autorités scientifiques et sanitaires et de faire vivre notre démocratie, nous sommes réunis dans un format réduit en nombre de participants pour contrôler l'action du gouvernement et des pouvoirs publics. Je salue nos collègues qui suivent nos travaux à distance. Dès après cette séance, la commission concernée par le premier des textes urgents transmis par le gouvernement commencera son travail. Ces textes ont pour vocation d'aider concrètement nos compatriotes face aux difficultés de toutes sortes. Puis viendra le débat dans l'hémicycle, aujourd'hui sur le projet de loi de finances rectificative et demain sur les projets de loi portant sur les mesures d'urgence à prendre sur l'organisation des élections municipales et sur les enjeux économiques et sociaux. Je tiens à remercier les présidents de tous les groupes politiques, l'ensemble des députés, également nos collègues non inscrits, qui ont tous consenti, avec un sens élevé des responsabilités pour notre République, que se tiennent nos travaux dans des modalités inhabituelles liées aux circonstances exceptionnelles que connaît notre pays. Plus que jamais, l'Assemblée nationale est le cœur battant de notre République et de notre démocratie dont nous garantissons ensemble, ici, les valeurs et les principes. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La conférence des présidents a décidé d'une organisation spécifique de notre séance de questions. Les membres du gouvernement sont présents en nombre restreint. De plus, il a été demandé de limiter à chaque groupe, pour chaque groupe, le nombre de ses représentants. Outre le président du groupe ou son délégué, participent seuls à cette séance les auteurs des questions. Je vous rappelle que 2 questions seront posées par chaque groupe et une par un député non inscrit. Afin de favoriser la cohérence du débat, les questions relatives au même thème ont été regroupées. Les temps de parole sont les temps habituels, 2 minutes par question et autant par réponse, répliques et contre-répliques éventuellement comprises. J'invite les orateurs à ne pas poser les mains sur le flexible du micro. Celui-ci sera nettoyé après chaque usage par un huissier. Par ailleurs, chaque micro n'aura qu'un utilisateur au cours de cette séance. Je vous invite à rester à la même place toute la séance. Naturellement, il conviendra de respecter les mesures barrières que nous connaissons tous. En particulier, les entrées et les sorties devront être échelonnées. Je vous indique enfin que l'hémicycle a été désinfecté et sera nettoyé avant et après chaque séance. Je vous remercie de votre compréhension et de votre concours, compte tenu de ces circonstances très exceptionnelles. Nous commençons notre séance par des questions portant sur la crise du Covid-19 en général et notamment le thème de la santé.
La parole est à Monsieur Damien Abad, président du groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Le mot d'union nationale claque comme un drapeau, comme celui qui est arboré ce matin à l'entrée de notre Assemblée, comme celui qui flotte dans chacune de nos communes, comme celui qui anime le cœur des Français dans ces temps troublés. Confinés, mais pas résignés, les Français luttent en restant chez eux. C'est ce même esprit de responsabilité et ce même sens du devoir qui doit nous animer, nous, députés de la Nation et porte-drapeau de cette France hospitalière qui mérite notre reconnaissance, notre soutien et notre mobilisation pleine et entière. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour sauver des vies et sauver des emplois. Sauver des vies, Monsieur le Premier ministre, c'est relever le défi sanitaire d'une France médicale en manque de moyens. Cette France médicale, elle manque de masques, de lits de réanimation, de médicaments. Elle manque d'explications sur les retards de livraison. Elle manque de vérité. Faire la vérité sur ces éléments, comme le fait très bien chaque jour le directeur général ou le ministre de la Santé sur la situation sanitaire de notre pays, ce n'est pas polémiquer. Notre devoir de gouvernant est d'être transparent. Ainsi, le gouvernement pourrait-il envisager un point journalier du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'Intérieur ou du ministre lui-même, en lien avec nos 127 préfets, afin de présenter chaque jour un état des lieux précis de la production, de l'approvisionnement et de la livraison du matériel médical, et notamment des masques. Ces masques qui manquent également à nos policiers, nos pompiers, nos services d'aide à domicile ou encore dans nos EHPAD. Responsabilité et vérité, voilà ce que nous devons aux Français. Monsieur le Premier ministre, devant une épidémie d'une telle ampleur, il n'y a pas seulement une majorité et une opposition. Il y a surtout une Assemblée nationale unie et rassemblée, tout simplement parce que face au coronavirus, nous ne gagnerons que collectivement. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Abad, je voudrais m'inscrire dans l'esprit et dans le sens de la question que vous avez posée, dans l'esprit qui fait appel à l'unité nationale, à la responsabilité, à l'idée simple que confronté à une crise d'une ampleur inégalée, crise sanitaire d'une ampleur inégalée, mais tout indique que les conséquences de cette crise sanitaire inégalée seront économiques, financières, sociales. Il nous appartient à nous tous, quelles que soient nos responsabilités, quelles que soient nos convictions, et nous savons qu'elles peuvent diverger, de nous rassembler dans l'idée simple que c'est l'intérêt général et l'intérêt supérieur du pays, le service de nos concitoyens qu'il faut d'abord garantir et assurer. Je m'inscris donc tout à fait dans la logique que vous venez d'évoquer. Vous nous invitez, le gouvernement, et en vérité toute autorité administrative et politique, à un exercice et à un effort, à une discipline de responsabilité et de vérité et de transparence. Là encore, Monsieur le Président Abad, je m'inscris dans cette logique. C'est ce qui conduit, vous le savez, le directeur général de la Santé et le ministre des Solidarités et de la Santé, depuis le début de la crise sanitaire, à s'exprimer quotidiennement pour faire le point sur la situation sanitaire, le nombre de malades, le nombre de décès, l'évolution des choses, l'évolution de la situation sanitaire dans tout l'ensemble de ce que cela peut vouloir dire. C'est la raison pour laquelle aussi, Monsieur le Président Abad, nous avons décidé de compléter le dispositif qui reposait sur une cellule interministérielle de crise gérée au ministère des Solidarités et de la Santé et qui pilotait l'ensemble de la réponse sanitaire. Nous avons décidé de faire en sorte que la totalité du sanitaire soit organisée au ministère de la Santé, mais qu'en complément de cette
task force interministérielle, comme on l'appelle, la cellule interministérielle de crise soit également activée à Beauvau pour que sur tous les aspects non sanitaires, il puisse y avoir la communication que d'une certaine façon vous appelez de vos voeux. Elle sera réalisée tous les soirs, au même moment que celle qui intervient par le directeur général de la santé. Le directeur général de la sécurité civile pourra s'exprimer sur les remontées dans des préfectures, la situation sur le terrain, tous les aspects non sanitaires qui entrent en ligne de compte dans la crise que nous devons gérer. Sur la question de la mobilisation de notre système de soins, vous avez parlé du système hospitalier, mais je sais que vous aviez évidemment à l'esprit l'ensemble du système de soins, car si les hospitaliers sont en première ligne, aujourd'hui le système libéral, la médecine de ville, la médecine de campagne sont évidemment directement concernés. La mobilisation de l'ensemble de notre système de santé est complète. La stratégie que nous avons suivie, elle a été présentée de façon très simple et très claire par le ministre des Solidarités et de la Santé. C'est cette stratégie qui consiste à lisser le pic épidémique, à essayer de faire en sorte d'aplatir au maximum la courbe pour faire en sorte que le pic ne soit jamais trop au-dessus de la capacité totale que nous pouvons avoir pour traiter les cas les plus sévères de cette maladie. Pour cela, nous avons essayé d'abord d'augmenter la capacité à accueillir les cas les plus sévères, c'est-à-dire monter notre limite d'une certaine façon. C'est ce qui a été fait, à la fois par l'équipement de nouveaux lits, par la transformation de lits en lits de réanimation ou de soins intensifs, et par la déprogrammation des opérations qui pouvaient conduire après l'opération à la salle de réanimation, lit de réanimation ou lit de soins intensifs. Ces opérations ont permis d'augmenter la capacité d'accueil dans les hôpitaux français. La deuxième étape, c'est évidemment de faire en sorte, lorsqu'il y a des places disponibles ailleurs sur le territoire que dans des zones qui sont extrêmement sollicitées, de pouvoir déplacer les malades dans des conditions de sûreté évidemment garanties. C'est ce que nous avons commencé à faire avec l'utilisation des forces armées, vous le savez, pour faire en sorte que des malades qui étaient hospitalisés dans le Grand Est puissent être transférés à Toulon. C'est ce qui est intervenu depuis dans le courant de la semaine. Et puis il y a la question que vous évoquez des masques, sur laquelle je sais que j'aurai l'occasion de revenir, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, mais je sais que j'aurai l'occasion d'y revenir ce matin. Là aussi, vous dire que notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte d'abord que cette ressource rare soit bien utilisée, ce qui n'est pas facile, c'est-à-dire de fixer une doctrine et d'essayer de faire en sorte que chacun la respecte, de faire en sorte que les sources d'approvisionnement de ces masques soient garanties, sources nationales, sources internationales. Pendant très longtemps, nous nous sommes reposés sur des approvisionnements qui venaient principalement de Chine. La Chine a utilisé beaucoup ces sources d'approvisionnement, et donc il y a de ce point de vue quelque chose à corriger. Mais nous sommes en train de garantir la distribution dans les officines et dans les hôpitaux et dans les EHPAD des masques disponibles et nécessaires. Je sais que le ministre des Solidarités et de la Santé pourra y revenir. Ce que je veux dire, sans rentrer dans le détail, mais j'y reviendrai dans quelques instants, c'est que la mobilisation est complète, la difficulté est considérable, car le nombre de cas sévères est important, et c'est ce nombre de cas sévères qui est préoccupant. Vous le savez, dans plus de 80% des cas, la maladie, le Covid-19, se déclare sous des formes bénignes, désagréables, mais bénignes. Ce qui est préoccupant, c'est le nombre de cas sévères sur la totalité des cas, de l'ordre, on le dit parfois, de 10%. Et ces cas sévères, quand ils sont véritablement des cas sévères, nécessitent souvent une hospitalisation et peuvent aller jusqu'à des salles de réanimation, des lits de réanimation. Et c'est évidemment là qu'est le sujet. Et c'est pour ça, vous l'avez dit, et il nous faut le dire, le redire, le répéter, que les mesures de confinement qui ont été décidées et que les gestes barrières qui sont rappelés de façon systématique sont les éléments les plus efficaces pour ralentir la circulation du virus et donc limiter au maximum le nombre de cas sévères que j'ai évoqués. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Nathalie Elimas pour le groupe Mondem. Merci. Ma question s'adresse au ministre chargé de la Ville et du Logement. L'épidémie à laquelle notre pays est confronté a conduit le gouvernement à réagir de manière forte et courageuse en prenant des mesures de confinement pour freiner la propagation du virus. En cet instant, j'ai une pensée particulière pour nos soignants qui se battent sans relâche, pour nos aînés, pour les malades et pour tous ceux dont le travail est impacté. Mais je pense également aux personnes vivant sans domicile fixe qui vont subir l'épidémie de plein fouet. 250 000, dont 3 500 SDF à Paris. Ce sont des personnes déjà malades, avec des âges qu'il faut majorer et pour qui les mesures de confinement seront particulièrement compliquées à mettre en place, tout comme les gestes barrières.
Des accueils de jour sont contraints de fermer alors que les centres d'hébergement sont déjà à saturation. Le matériel de protection manque malgré le risque accru de contamination et les bénévoles et personnels des associations ne peuvent, en l'état, bénéficier des systèmes de garde d'enfants. Si certaines initiatives de collectivités locales sont utiles, et je pense à la mise à disposition de gymnases, c'est évidemment insuffisant tant en termes d'efficacité que d'humanité. L'enjeu ici est double, il s'agit de santé et de salubrité publique. Dans ce contexte particulièrement tendu, je salue le travail formidable des bénévoles qui font face à de grandes difficultés pour maintenir les activités de première ligne, distributions alimentaires, maraudes par manque de personnel disponible. Monsieur le ministre, il est de notre devoir de protéger nos concitoyens et il est de notre responsabilité de ne laisser personne sur le bord de la route. Pouvez-vous nous indiquer quelles mesures d'urgence seront décidées afin de maintenir l'assistance aux plus vulnérables et quelles solutions pourront être mises en place vite pour accompagner les bénévoles de ces associations, maillons essentiels de notre chaîne de solidarité? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, oui, il est de notre devoir de protéger les plus fragiles. Oui, il est de notre responsabilité de mettre en œuvre tout ce qui doit être fait pour pouvoir protéger celles et ceux qui notamment sont à la rue. Et je voudrais le dire ici, je voudrais vous affirmer que la mobilisation de mon ministère, de l'administration qui fait un travail remarquable, des collectivités, mais aussi des associations que je salue, elle est totale. Cette mobilisation, elle est totale pour d'abord mettre à l'abri celles et ceux qui vivent encore dehors. La situation est évidemment compliquée parce que cette mise à l'abri, elle nécessite des dispositifs particuliers. On privilégie notamment les chambres individuelles, les hôtels. On travaille beaucoup avec ces derniers pour pouvoir libérer un maximum de chambres. Les premières ont ouvert dès hier soir. Avant la fin de la semaine à Paris, 170 places seront ouvertes et nous allons continuer ainsi jour après jour. La deuxième priorité, c'est de protéger les sans-abri qui malheureusement auraient été infestés par le Covid-19, mais ne nécessiteraient pas d'aller à l'hôpital parce que les symptômes ne seraient pas graves. Pour ces personnes-là, nous ouvrons d'ores et déjà des centres dédiés. 150 places ouvriront à Paris avant la fin de la semaine et dans ses environs, et 80 sites ont été identifiés partout sur le territoire national pour ce faire. Tout cela nécessite des moyens, c'est une enveloppe de 50 millions d'euros qui est d'ores et déjà déployée, et s'il faut aller plus loin, nous irons plus loin. Et enfin, tout cela nécessite une parfaite organisation. C'est ce que nous faisons avec les associations, dont je veux vraiment saluer le courage, la sérénité, le professionnalisme. Ces associations qui font face à des défis, notamment de personnel, que nous accompagnons dans le cadre d'un pilotage et d'une organisation dédiée que nous avons mise en place. Merci pour votre mobilisation et il nous faut continuer. La solidarité ne doit pas être une victime du Covid-19. Jamais. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je remercie le gouvernement d'avoir pris la décision courageuse du confinement. Et bien entendu, vous pourrez compter sur notre soutien dans cette unité que nous appelons de nos vœux. La question de cette crise sanitaire pose évidemment plusieurs questions. Je vais en retenir 3. La première porte sur les masques, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de Français qui continuent à travailler, que ce soit des caissiers, des postiers, des sapeurs-pompiers, bien sûr tous les personnels médicaux, et qui n'ont pas de masque, qui partent au travail avec l'angoisse pour eux-mêmes et pour leur famille. Alors, Monsieur le Premier ministre, je crois qu'il est très important que vous puissiez nous donner l'état de la production de masques. Vous avez pris un décret le 13 mars avec des réquisitions sur les stocks. Moi, je souhaiterais que ce décret puisse être complété avec une réquisition sur les usines de production, même celles qui n'ont pas l'habitude de produire des masques, mais qui auraient des savoir-faire pour le mettre en œuvre. Deuxième question, Monsieur le Premier ministre. On voit que les pays qui, pour l'heure, ont peut-être le plus réussi à endiguer cette épidémie sont ceux qui ont déployé de manière massive les tests sur leur territoire national. Je souhaiterais que vous puissiez nous repréciser la doctrine du gouvernement et, vu l'augmentation de l'épidémie, est-ce que vous pourriez nous dire si, oui ou non, il sera possible d'augmenter le nombre de tests pour pouvoir circonscrire par endroit l'épidémie. Enfin, dernière question qui est économique, j'entends bien que ce n'est pas
l'objectif numéro 1 aujourd'hui, puisqu'il faut sauver des vies. Mais je voudrais quand même attirer votre attention, Monsieur le Premier ministre. Vous avez proposé un report de cotisation de 2 mois pour les restaurateurs, les indépendants, tous ceux qui n'ont plus d'activité aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont plus de rentrée d'argent. Je souhaiterais que ce report puisse être transformé en annulation sur 2 mois, parce que demander à ces indépendants de payer des cotisations sur de l'argent qu'ils n'auront pas me paraît extrêmement difficile. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, les masques, les tests et le report de cotisation et de fiscalité. Sur les masques, vous l'avez dit, j'ai commencé à répondre à Monsieur le Président Abad et je sais que le ministre Olivier Véran complétera ma réponse. Sur les masques, nous avons pris en effet un décret de réquisition. Il existe 4 producteurs de masques en France, ce qui nous place, c'est une incidente, dans une situation qui est plutôt plus favorable qu'un certain nombre de nos voisins européens qui, eux, n'ont pas de producteurs de masques chez eux. Nous avons réquisitionné, nous avons pris la décision de réquisitionner la totalité de la production et des stocks. Ce faisant, nous avons accru le nombre de masques dont nous disposons en stock. Il y avait des stocks d'État, ils avaient commencé à être utilisés, donc le stock avait décru pour descendre jusqu'à un peu plus de près de 90 millions, 89 millions. Il est remonté lorsque nous avons procédé aux réquisitions des stocks et nous sommes aujourd'hui au-dessus des 100 millions, mais la situation changeant tous les jours et la parole que nous prononçons étant souvent fixée, ça donne l'impression d'incohérence. Ce que je veux dire, c'est que nous avons remonté après les réquisitions. Nous procédons aux distributions. Ces distributions de masques, elles s'effectuent selon une doctrine que je n'ai pas fixée moi-même. C'est évidemment les autorités de santé qui, compte tenu de la disponibilité, compte tenu de la demande, déterminent la doctrine d'usage. J'ai compris de ce que disent les autorités de santé que le port du masque en population générale n'était pas recommandé. Il n'est pas recommandé d'abord parce que l'utilité du port du masque en population générale, autrement dit, lorsqu'on se promène dans la rue, lorsqu'on respecte les gestes barrières, lorsqu'on respecte les distances de sécurité, il n'est pas recommandé car il est inutile et qu'il prive ceux qui ont besoin des masques parce que leur activité les place dans des situations qui ne sont pas celles de la population générale, les soignants bien entendu, tous ceux qui sont directement au contact des malades ou les malades eux-mêmes déclarés afin de limiter la propagation du virus, qu'il fallait donc réserver les masques disponibles à ces catégories de population. C'est ce que j'appelle la doctrine. C'est important de l'expliquer, c'est important de la faire comprendre et c'est important de la respecter. Car je suis bien sûr, Madame la Présidente, que comme moi, vous avez vu certains de nos concitoyens inquiets, et je ne leur jetterai certainement pas la pierre, inquiets, porter des masques alors même qu'ils n'étaient pas au contact des malades, alors même qu'ils n'étaient pas malades et qu'ils n'étaient pas personnel soignant. Lorsque l'on fait ça, c'est à peu près c'est selon le genre de comportement qui rend plus difficile l'affectation des moyens nécessaires à ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes en train de procéder à ces opérations de distribution des stocks de masques vers les hôpitaux, vers les EHPAD, vers les pharmacies d'officine, de façon à ce que les médecins libéraux, les infirmières, l'ensemble de ceux qui ont vocation à disposer de ces masques puissent y avoir accès. Ce sont des opérations techniquement compliquées. Techniquement compliquées d'abord parce que la réquisition a rendu plus compliquée la logistique, je passe sur les questions techniques, mais aussi parce que nous assistons, ils ne sont pas majoritaires heureusement, mais les ignorer, ce serait ignorer la réalité. Nous assistons parfois à des comportements qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Disparition de stocks de masques dans certains hôpitaux, disparition de certains stocks de masques dans des endroits où ils étaient stockés. Ouais, en réalité, ils ne disparaissent pas tout seuls. Et ils font parfois l'objet d'un vol de précaution et parfois l'objet de trafic, nous le savons, d'un marché noir. Ces comportements sont inacceptables. Ils mettent en danger les soignants et ils minent la cohérence et la confiance nationale. Il faut donc évidemment les réprimer, et croyez-moi, ces comportements seront réprimés. Les tests. Nous avons là aussi élaboré une doctrine de tests
qui a consisté dans la phase 1 de l'épidémie, lorsque nous voulons éviter son introduction sur le territoire, à tester beaucoup. Et ces tests, cette logique de test importante numériquement au début de l'épidémie a permis de circonscrire assez efficacement les premières apparitions du virus, ce qui nous a donné du temps nécessaire. C'est ce qui s'est passé dans les Alpes, c'est ce qui s'est passé au début de l'apparition d'un cluster en Bretagne, dans le Morbihan, je crois. C'est ce qui nous a permis de contenir, au tout début, l'apparition de l'épidémie. Aujourd'hui, la doctrine de test, c'est que nous testons les personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 et qui sont hospitalisées, qui sont évidemment testées. Nous testons les personnels soignants qui présentent des symptômes. Nous testons les personnes qui présenteraient des symptômes, les 2 premières personnes qui présentent des symptômes dans un établissement type EHPAD, de façon à pouvoir prendre très rapidement des dispositions de confinement lorsque c'est nécessaire. Bref, la doctrine d'utilisation des tests au stade 3 a forcément évolué et il ne servirait à rien aujourd'hui de tester massivement tout le monde, préventivement ou en fonction des symptômes, car nous emboliserions les capacités d'analyse et du coup, nous n'aurions pas les réponses suffisamment rapides là où c'est absolument nécessaire. Un dernier mot sur les tests, puisque vous me posez la question. Nous avons mis au point très rapidement un test. Je le dis parce que ça n'est pas le cas partout. Nous avons mis au point très rapidement un certain nombre de tests. Pour procéder à ces tests, il faut des réactifs et il faut une chaîne logistique qui fonctionne bien. Il faut que nous puissions continuer à produire ce qui nous permet d'analyser ces tests. Et nous savons qu'avec le confinement, et c'est bien naturel, un certain nombre de lignes logistiques sont interrompues ou rendues plus délicates. C'est une des raisons et un des enjeux qui va être le nôtre dans les jours et les semaines qui viennent. Faire en sorte que les consignes de confinement soient respectées, strictement respectées, mais faire également en sorte que l'activité nécessaire au pays, qui n'est pas simplement l'activité stratégique, entre guillemets, qui est nécessaire au pays, puisse se poursuivre. Lorsqu'une chaîne logistique s'interrompt, je vais prendre un exemple qui peut sembler trivial, mais qui est important. Lorsqu'une usine qui produit du papier ou du carton, des emballages, s'arrête. On se dit, l'emballage, ce n'est pas stratégique pour le pays. Sauf que, lorsque vous n'avez plus cette usine d'emballage, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous n'allez pas pouvoir préparer la façon dont l'agroalimentaire, les masques ou les médicaments sont distribués. Et vous vous retrouvez donc dans une situation matérielle qui est extrêmement dangereuse. Autrement dit, nous devons conserver dans le pays, même en période de confinement, le minimum d'activité économique nécessaire à la vie du pays et nécessaire à la préparation du rebond. Ce qui me permet, et nous savons que des questions telles que celle-ci ont pu affecter récemment, mais je pense que le problème a été réglé, enfin même, je suis sûr que le problème a été réglé, parce qu'il a été identifié, une usine de production ou un centre de production des réactifs utiles à la réalisation de ces tests. La dernière question que vous me posez, Madame la Présidente, est relative à l'économie, aux mesures que nous allons mettre en œuvre. Vous savez, et vous avez vu que nous allions présenter cet après-midi au Sénat et demain des mesures d'urgence. Elles sont massives. Vous nous demandez d'aller au-delà. La question se posera forcément. Commençons par nous concentrer sur ce que nous proposons maintenant, qui est massif et qui doit permettre à chaque entreprise de tenir pendant cette période de déstabilisation complète, de façon à pouvoir repartir ensuite. C'est la logique qui nous anime. Elle va nécessiter beaucoup de moyens, elle va nécessiter beaucoup d'engagement de la part de l'État, bien entendu, c'est-à-dire de nous tous, pas nous tous dans cet hémicycle, nous tous, la nation entière. Elle va demander beaucoup d'engagement de la part des régions qui vont nous accompagner, qui l'ont dit, beaucoup d'engagement de la part des organisations syndicales et patronales que nous avons consultées et qui se sont elles-mêmes engagées sur ce point. La situation va être tendue, elle va être difficile, mais j'ai bon espoir qu'avec la mobilisation générale, nous puissions y faire face. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Christophe Naegelen, pour le groupe UDI Agir. Merci, Monsieur le Président. Parmi les nombreux obstacles auxquels font face les professionnels de santé qui luttent chaque jour et à tout instant contre l'épidémie qui paralyse notre pays et qui est l'une des plus inquiétantes que le monde ait connues ces dernières années, nous ne pouvons que déplorer le manque chronique d'équipements
et plus particulièrement le manque de masques de protection. La politique de réquisition est à parfaire, et ce, urgemment. Et pour cela, il est nécessaire de simplifier les conditions d'import, et notamment pour ne prendre en compte que les normes sanitaires. De plus, il n'est pas tolérable de mettre en place une priorisation de l'importance de chacun des acteurs. Chaque maillon est essentiel, qu'il s'agisse du milieu hospitalier ou de la médecine de ville, aussi bien que des aides à domicile, des sages-femmes, les aides-soignants dans les EHPAD, les ambulanciers, les pompiers, les forces de l'ordre, même nos caissiers, chacun effectue un travail essentiel au détriment de leur santé et celle de leurs proches. Dans cet état d'urgence sanitaire, l'État leur doit à tous reconnaissance et protection. D'ailleurs, certains spécialistes du domaine médical, tels que les dentistes, recommandent d'arrêter les soins faute d'équipements de protection individuelle. On peut prendre aussi l'exemple de ce cabinet d'infirmières libérales dans les Vosges, où 3 infirmières qui devaient se voir livrer 50 masques chacune pour assurer leur sécurité et celle de leurs patients, et qui se retrouvent finalement avec 50 masques pour 3. Monsieur le ministre, vous avez promis à tous ces professionnels de les protéger, et malheureusement, du fait du manque d'équipement, ce n'est pas le cas actuellement. Monsieur le ministre, comptez-vous simplifier et accélérer les procédures d'importation? Et comment allez-vous mettre en place une politique de distribution plus efficace et plus égalitaire afin de protéger les professionnels et de protéger les Français? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous m'interrogez sur les matériels de protection à destination des personnes qui prennent soin de nous, qui soignent nos malades. Ces personnes pour qui j'ai évidemment une pensée très forte ce matin à l'heure de vous répondre. Je vais vous donner des chiffres, monsieur le député, pour que chacun puisse se rendre compte des distributions qui sont en cours. Nous avons déstocké à ma demande 25 millions de masques chirurgicaux au début du mois de mars. Ça a fait qu'une réquisition de l'ensemble des stocks et des capacités de production de notre pays le 3 mars. Nous sommes le seul pays à avoir réalisé ce qu'on appelle un monitoring complet des stocks, des capacités de production et des besoins. Nous disposions alors, et je l'ai dit tout de suite, d'un stock d'État d'environ 150 millions de masques chirurgicaux et aucun stock d'État de masques FFP2. Il avait été en effet décidé suite aux crises sanitaires précédentes, et je remonte pour cela à 2011 et 2013, qu'il n'y avait plus lieu de conserver des stocks massifs de masques dans le territoire, considérant que les usines de production étaient capables d'être actives très rapidement, notamment en Chine. Seulement voilà, la crise sanitaire, elle a commencé par toucher la Chine. Et donc, les usines chinoises ont été à l'arrêt et les pays européens se sont trouvés en difficulté. Donc, je vous le dis, et je le dis avec force, les masques FFP2, les masques chirurgicaux sont des biens précieux, indispensables, vitaux, que nous devons utiliser avec la plus grande parcimonie. Il y a des indications qui sont posées pour les professionnels de santé, pour un certain nombre de malades qui se voient prescrire ces masques. Celles et ceux qui ne se voient pas recommander l'utilisation des masques ne doivent pas en porter. Je vous le disais, il y a eu un déstockage récent, les 17 et 18 mars, de 12,3 millions de masques chirurgicaux et FFP2 qui ont été destinés aux quelques 20 000 pharmacies d'officine. Cette livraison a privilégié les départements les plus tendus et elle est terminée aujourd'hui. Ce qui fait qu'un grand nombre de professionnels de santé, peut-être pas exhaustif encore, mais nous allons le compléter au fur et à mesure, un grand nombre de professionnels de santé ont pu depuis 2 jours aller voir leur officine pour prendre des masques avec une logique de rationnement qui a été présentée à chaque syndicat, à chaque corporation. Et j'ajoute, pardon Monsieur le Président, qu'il y a 17 millions de masques qui ont également été livrés depuis hier soir, aujourd'hui et demain à l'ensemble des hôpitaux, des groupements hospitaliers de territoire, des EHPAD et des organismes de transport sanitaire de notre pays, ce qui fait au total près de 30 millions de masques qui ont été déstockés et livrés depuis maintenant 3 jours. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le Président Philippe Vigier pour le groupe Liberté et Territoires. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres. C'est une crise sanitaire très grave, chacun l'a dit. Crise qui exige de chacun d'être à la hauteur. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, je voudrais vous dire notre soutien. L'unité nationale est au rendez-vous, nous sommes là. Et vous dire aussi que nous approuvons l'état d'urgence sanitaire. Vous avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, que les gestes qui sauvent, les gestes qui protègent, commencent à être connus et il faut l'adhésion des Français de façon encore plus large. Il faut l'adhésion au confinement parce que quand on voit ce qui se passe en Chine, on sait très bien que
pour la première fois, il n'y a plus de nouveaux cas, parce qu'ils ont observé un confinement très strict. Il faut aussi que ce confinement soit accompagné psychologiquement, parce qu'on sait qu'il génère de l'anxiété, il génère souvent des scènes de panique, qu'on a pu le voir avec des famines. Et là, il y a les médias, me semble-t-il, qui peuvent être d'un soutien considérable pour accompagner ce confinement. Il faut aussi, ça a été dit à l'instant par Olivier Véran, que je salue, sur les masques rassurés. Par exemple, dans les SIAD, les soins d'infirmiers à domicile, ils ne sont pas sur les listes prioritaires. On doit leur donner la confiance dans le fait que dans les prochaines semaines, ils pourront continuer de se protéger. Les biologistes ne le sont pas non plus. Monsieur le Premier ministre, il faut vraiment que ce nombre de masques de protection au sens large du terme soit un élément de confiance du peuple français qui comprenne que vous faites tout. Nous savons que vous faites tout, mais il faut le dire et l'expliquer et garantir ces flux de manière à ce que l'on protège ceux qui sauvent. Et la communauté médicale est exemplaire, généreuse, professionnelle. Enfin, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, nous avons décidé hier, dans mon département d'Eure-et-Loir, de monter des centres Covid. Je m'explique. Les hôpitaux commencent à être surchargés. Avec le soutien des maires, nous allons ouvrir des salles municipales où, avec du personnel médical, avec des infirmières, nous allons accueillir les patients pour faire, entre guillemets, du triage des patients, prendre en charge ceux qui nécessitent une prise en charge d'extrême urgence et faire en sorte que ceux qui ne sont pas atteints de symptômes, on puisse naturellement les suivre à distance. Il faut soutenir cette initiative parce que le pic est devant nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, le ministre des Solidarités et de la Santé, pendant que vous posiez votre question, m'a fait passer un petit mot pour me confirmer que les services d'aide et de soins à domicile étaient dans les listes qui étaient prévues pour être destinataires des masques. Ça répond à la question. Je pense que nous aurons probablement des questionnements sur est-ce que le nombre de masques qui leur est affecté est suffisant. Je peux parfaitement l'entendre, mais je tenais à répondre par l'intermédiaire du ministre des Solidarités et de la Santé, que je remercie, à votre question. Plusieurs choses. Vous l'avez dit, et je pense qu'il faudra toujours le redire, avant même le masque, et je ne parle pas ni des soignants, ni des infirmiers, ni de l'ensemble de la communauté dont j'ai dit tout à l'heure à Madame la Présidente Rabault qu'ils étaient ceux pour qui les masques étaient destinés. Mais lorsque on parle de la population générale, la meilleure façon de lutter contre la circulation du virus, c'est au fond de respecter les consignes qui ont été données. Le confinement, qui n'est pas un couvre-feu, mais qui est un confinement strict, qui consiste à faire en sorte qu'on ne sorte pas de chez soi, qu'on limite au maximum les contacts et qu'on ne puisse se déplacer que pour aller faire ses courses, que pour aller travailler lorsque l'on peut travailler, pour aller se soigner. Bref, les 5 cas que les Français commencent à connaître qui permettent de sortir de chez eux. Respecter strictement le confinement, respecter strictement les gestes barrières. La meilleure façon d'aider les soignants, pour nous tous qui ne sommes pas soignants, c'est de leur permettre d'absorber le choc de la meilleure des façons en limitant la circulation du virus. Aujourd'hui, lorsqu'on aime quelqu'un, il faut éviter d'aller le serrer dans ses bras. Mais c'est contre-intuitif, hein. Et c'est pénible. Et vous avez raison de dire que les conséquences psychologiques, la façon dont nous allons le vivre, est extrêmement perturbante. Mais c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, quand on a envie d'aider les soignants, on peut, et c'est un geste assez remarquable, les applaudir à 20h le soir sur son balcon. On peut aussi se dire que la meilleure façon de les aider, c'est de respecter ces gestes barrières et ce confinement. Et c'est aussi important. Moins spectaculaire peut-être, mais encore plus important. Non, je ne les oppose pas, Monsieur le Président Mélenchon. C'est au moins aussi important. Non, je ne les oppose absolument pas. Pour le reste, Monsieur le Président Vigier, vous évoquez un certain nombre d'initiatives. J'aurais tendance à vous répondre que dans ces périodes de crise, nous allons voir ce que l'humanité a de plus beau et aussi peut-être ce qu'elle a de plus sombre. J'évoquais tout à l'heure avec Madame la Présidente Rabault ceux qui vont vouloir trafiquer sur des ressources rares, comme les masques. C'est évidemment
ce qu'il y a de plus sombre, et il y a peut-être encore plus sombre dans l'âme humaine, mais nous allons voir aussi des initiatives absolument admirables de solidarité, d'intelligence, d'engagement. Et il faut que ces initiatives puissent prospérer. Il faut faire attention à ce que cette générosité, cette solidarité, cette élévation de l'âme soit efficace, en tout cas ne soit pas contre-productive. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de répondre à l'initiative que vous prenez, qui doit être, c'est ce que je veux dire, bien coordonnée, je suis sûr qu'elle le sera puisque vous l'évoquez, bien coordonnée avec les autorités de santé locales pour être certain de ne pas placer ensuite les gens dans une situation plus difficile. Mais nous allons devoir, tous ensemble, renforcer ces initiatives, leur permettre, dans des circonstances particulières, c'est vrai, difficiles et contraintes, de s'épanouir, parce qu'elles seront nécessaires pour garder la confiance, pour garder l'espoir, pour garder ce lien social qui est forcément amoindri dans une période de confinement. J'insiste là-dessus, parce que je pense que nos concitoyens sont assez merveilleux lorsqu'ils se décident à lutter ensemble dans une cause d'intérêt général. Il y a des ressources inouïes d'intelligence et de générosité. Il faut que nous puissions les mobiliser avec les qualités de civisme pour faire en sorte de passer cette crise sanitaire très grave. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Mathilde Panot du groupe France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, le moment que traverse notre nation est grave autant qu'inédit. Au nom du groupe de la France Insoumise, je veux formuler un hommage appuyé aux soignants et à toutes les forces républicaines en première ligne dans cette lutte contre le virus, ainsi que nos pensées les plus solidaires aux Françaises et Français touchés par cette épidémie historique. Nous vous assurons, Monsieur le Premier ministre, de notre disponibilité totale et du strict respect des consignes dictées par nos autorités sanitaires. Mais il ne peut y avoir, Monsieur le Premier ministre, d'unité dans le pays sans confiance dans votre action. Vous avez affirmé lors du journal télévisé de France 2 que vous aviez consulté les formations politiques quant au maintien du premier tour des élections municipales. Vous le savez comme moi, nous n'avons pas été consultés sur le maintien de ce scrutin. Vous avez par ailleurs admis que l'ancienne ministre de la Santé, Madame Buzyn, vous avait alerté dès janvier sur la catastrophe à venir. Pourquoi ne pas nous en avoir informés? Pourquoi n'avez-vous pas mis en œuvre alors les mesures nécessaires? Si, comme elle le dit, vous saviez, pourquoi sommes-nous en retard dans la production des masques, des gants de protection ainsi que du gel hydroalcoolique, indispensable à la protection des soignants et des salariés, alors que ces matériels manquent cruellement dans le pays? Pourquoi n'avons-nous pas les tests en nombre suffisant pour organiser un dépistage généralisé afin de permettre une prise en charge plus rapide et plus efficace, comme le préconise l'Organisation mondiale de la santé? Monsieur le Premier ministre, la transparence que vous devez aux Français et à la représentation nationale doit être totale. Nous demandons la création d'un comité parlementaire de suivi permanent afin de contrôler votre action dans l'intérêt de toutes et tous dans la lutte qui doit à ce jour nous unir. Plus que jamais, le contrôle démocratique du gouvernement importe et doit s'imposer, car la confiance méfiante est impossible. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mathilde Panot. Depuis le premier jour, ça a été dit, tous les jours, il y a un exercice de transparence qui est fait devant les Français, par le biais d'un ministre, du Premier ministre, du Président, du Directeur général de la Santé. L'histoire de notre pays a été profondément marquée, meurtrie, par des crises sanitaires d'ampleur pour lesquelles la transparence n'a pas toujours été la valeur cardinale. Et on sait ce qu'il en est résulté, une perte de confiance très forte dans l'élite scientifique, dans l'élite politique, et ainsi, la question de la transparence est une question vitale, précieuse, et tous les comptes qui doivent être rendus, toutes les enquêtes qui doivent être faites, le seront en temps voulu. Vous imaginez bien que maintenant, nous sommes occupés à aider les soignants à sauver des vies et nous privilégions tout le temps disponible avec l'ensemble des services qui sont mobilisés jour et nuit depuis des semaines pour pouvoir mener cette mission. Mais j'entends le besoin d'aller plus loin dans la transparence. J'ai été moi-même parlementaire et rien ne me choque. Dans cette même logique de transparence, Madame la députée, si nous n'avions pas eu une ministre de la Santé avertie, si nous n'avions pas eu un gouvernement et un Premier ministre avertis,
en alerte permanente, si je n'avais pas eu un directeur général de la santé averti et en alerte permanente, jamais nous n'aurions pu intervenir comme nous sommes intervenus à Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, alors même que l'épidémie n'existait pas en Europe, alors même que quasiment aucun pays européen ne parlait du coronavirus comme d'une menace réelle et imminente. C'est bien parce que depuis le premier jour, en anticipation, tout a été mis en œuvre pour pouvoir intervenir au moment où le virus pénétrerait sur notre territoire, que nous avons pu retarder semaine après semaine l'arrivée d'une épidémie qui était inéluctable à terme. Rien ne laissait présager, Madame Panot, que l'épidémie nous frapperait cette semaine, la semaine prochaine ou la semaine dernière. Aucun indicateur, aucun consensus scientifique. Et vous savez que les consensus scientifiques, nous les recherchons et que les scientifiques, nous les consultons également en transparence. Tous leurs avis vous sont accessibles comme ils sont accessibles à l'ensemble des Français. Croyez vraiment en la transparence comme une valeur cardinale, celle qui nous guide depuis le début, qui nous mobilise depuis le début et qui nous a permis d'agir en efficacité depuis le début. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, sous le jour de ce drame, nous redécouvrons peut-être combien la santé est un bien commun et combien elle appelle des services publics forts dans la plénitude de leurs capacités. Nos soignants vont faire face, ils vont faire bloc, mais il faut les écouter, les aider, lever les entraves, suspendre les opérations de suppression et de réduction pour laisser l'hôpital s'organiser. Il faut lui donner de la trésorerie, notamment pour acheter du matériel. Les éloges doivent se traduire autant que possible par des actes, un protocole particulier pour le suivi des soignants, un plan d'embauche de personnel ambitieux quand c'est possible, notamment d'agents de service pour assurer le plus haut niveau d'hygiène qui protège. N'est-il pas temps aujourd'hui de sortir de la politique de compression et de dégager de vraies marges par un PLFSS rectificatif? Deuxième question, la distribution au compte-gouttes ne rassure pas. Sans attenter à la maîtrise des stocks, ne faut-il pas mieux répondre aux demandes de matériel, de gants stériles et non stériles, de masques, en faisant confiance aux soignants, ville et hôpital, pour leur utilisation adaptée aux nécessités et consignes? Pouvez-vous clarifier votre politique d'approvisionnement? Quant aux respirateurs, n'est-il pas envisageable de mobiliser des industries qui pourraient être capables de s'adapter pour en produire? Troisième question, il existe aujourd'hui plusieurs outils, des savoir-faire à organiser dans un pôle au service d'une politique publique du médicament. Il existe par exemple un laboratoire sans repreneur à ce jour dans la région lyonnaise. Comment allez-vous mobiliser, remobiliser, éventuellement réquisitionner pour produire les médicaments dont nous avons besoin? Et quel contrôle exercez-vous sur les prix pour écarter les potentiels profiteurs de crise? Qu'en est-il par exemple de la marge sur les tests pour le Covid-19? Enfin, si des réorientations de fonds sont nécessaires, quelles dispositions avez-vous déjà prises pour répondre aux besoins des chercheurs? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Dharréville. Pour la question du financement, je paraphraserai le Président de la République, quoi qu'il en coûte. La question n'est pas de savoir combien ça va nous coûter, la question c'est de savoir aujourd'hui comment dépenser, comment accompagner la recherche, comment accompagner les soins. Vous n'entendrez jamais le moindre mot en rapport avec la moindre restriction budgétaire alors que nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent et que nos soignants sont mobilisés H24 depuis des semaines pour sauver des vies. Ce n'est même pas une question, Monsieur Dharréville. On a eu plusieurs fois l'occasion de débattre des questions budgétaires, ce n'est même pas une question aujourd'hui. Vous posez beaucoup de questions, je vais essayer de vous répondre au moins factuellement à quelques-unes. Sur la question des respirateurs, la France a passé une commande publique pour acheter 1132 respirateurs à une entreprise française. Les stocks sont disponibles et nous avons donc pu récupérer cette quantité de respirateurs, lapsus, qui nous permet d'être capable de monter en charge dans le nombre de lits de réanimation, y compris dans le cadre d'hôpitaux de campagne qu'on peut être amené à construire, comme c'est le cas de l'hôpital militaire, dont la construction a débuté du côté de Mulhouse pour venir en aide aux hôpitaux de la région Grand Est. Nous sommes, pour la première fois, nous avons quand même procédé, Monsieur le député, je sais que vous y êtes sensible, à une réquisition totale des capacités de production et des stocks de masques, de produits, de matériel de protection dans notre pays, ce qui montre la détermination. Et nous avons passé une commande publique H24 pour l'ensemble, la totalité des entreprises françaises qui construisent des masques et qui sont capables désormais de nous en produire 8 millions par semaine. Voilà encore un chiffre
en transparence. Sur la question du gel hydroalcoolique, j'ai signé un décret qui plafonne le prix de vente des solutions hydroalcooliques pour justement éviter l'inflation des prix qu'on avait commencé à constater, parfois x25 du jour au lendemain dans une officine. Et j'ai permis, par dérogation extraordinaire, à tous les pharmaciens qui le peuvent, de produire leur propre gel hydroalcoolique. Vous voyez la solidarité chez les entreprises aussi. Je pense au groupe LVMH qui produit désormais du gel hydroalcoolique qu'elle donne gracieusement aux hôpitaux. Je pense à toutes ces entreprises du textile, du papier, qui réorientent leur production vers la fabrication de masques. Quant aux médicaments, monsieur le député, je le dis ici, s'il y a un médicament qui est important et qui permet de soigner correctement les Français, non seulement nous procéderons à une production massive, mais nous assurons que ces productions bénéficieront aux patients français. Il y a évidemment des enjeux de solidarité européenne. Je ne peux pas tout expliquer ici, surtout que j'ai été beaucoup trop long, pardon, Monsieur le Président, mais sachez que, encore hier soir, j'étais avec le ministre allemand en train de discuter des rôles des biotech, des entreprises de biotechnologie dans la production des traitements indispensables pour sauver des vies. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le Président Gilles Legendre pour le groupe La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, jamais aucun de vos prédécesseurs n'avait affronté une épreuve similaire à la crise sanitaire, cause de tant de morts qui frappent la France et le monde. Jamais notre pays n'avait subi un arrêt aussi brutal de son activité aux conséquences économiques imprévisibles. Jamais nos concitoyens n'ont été aussi directement responsables de leur propre vie par des gestes simples qu'ils sont encore trop nombreux à refuser d'accomplir. Ces trois inédits absolus témoignent de la complexité de votre tâche, mais aussi de la difficulté de la nôtre pour exercer notre devoir de contrôle constitutionnel consistant à contrôler votre gouvernement. Aujourd'hui, l'action publique est sous le feu de nombreuses interpellations, autant d'exutoires à l'anxiété qui habite chacune et chacun d'entre nous. 1. Nous sommes-nous préparés assez tôt pour nous défendre contre le coronavirus? 2. Notre organisation administrative et politique est-elle adaptée pour gérer des drames de cette ampleur? 3. Notre système de santé publique est-il à la hauteur du dévouement des personnels soignants qui le font fonctionner? 4. La nécessaire confiance entre le décideur politique et les représentants du monde médical ne pâtit-il pas d'une construction trop récente? Depuis le début de cette crise, nous sommes tous sensibles à la promesse de transparence que vous nous avez faite et que vous n'avez jamais trahie. Cette transparence rend vain tout esprit polémique, il faut s'en réjouir. Mais elle vous permet aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, de nous dire très simplement si notre pays a vraiment mis toutes les chances de son côté pour gagner ce que le Président de la République a nommé la guerre. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Legendre, oui, c'est vrai, notre pays est confronté à une crise sanitaire comme il n'en a pas connu depuis probablement un siècle. Il faut d'ailleurs que cette expression prenne tout son sens. Notre pays est confronté à une crise sanitaire comme il n'en a pas connu depuis un siècle, mais il n'y a pas que notre pays. C'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai partout en Europe. Et il est probable que cela finisse par être vrai partout dans le monde. Notre système de santé est-il capable, tel qu'il est construit, de faire face à l'afflux, au même moment, du nombre de cas sévères susceptibles de se produire, compte tenu de ce que nous savons de cette maladie? La réponse est non. Mais ni le système de français santé, ni aucun système au monde ne peut faire face, ne pourrait faire face à l'afflux massif et simultané de cas exigeant la mise en réanimation ou l'accueil dans des services de soins intensifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, partout en Europe, à des moments qui sont parfois distincts de quelques jours, mais partout en Europe, on adopte les mêmes solutions, consistant à faire la promotion des gestes barrières, consistant à augmenter la capacité des établissements hospitaliers autant que cela est possible d'accueillir dans de bonnes conditions les cas sévères,
consistant ensuite à placer en confinement, après la fermeture des écoles, le plus grand nombre de la population quand le virus commence à circuler trop rapidement. Et il est assez intéressant de constater que, alors même que les approches nationales, au tout début de la crise sanitaire, ont pu varier, c'est au fond vers les mêmes solutions que se tournent tous les responsables nationaux aujourd'hui. Songez, Monsieur le Président Legendre, et je trouve cette information intéressante, que dès la fin du mois de janvier et dès le début du mois de février, nous avons, quand je dis nous, c'est la France, le gouvernement français, voulu mobiliser nos homologues européens, les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Santé, pour définir collectivement des éléments de réponse coordonnés. Songez, Monsieur le Président Legendre, que lorsque nous avons milité pour l'organisation de ces réunions, le ministre des Solidarités et de la Santé pourrait en témoigner, il était présent. Beaucoup des ministres de la Santé des États de l'Union européenne nous ont dit « Mais pourquoi voulez-vous que nous organisions cette réunion? Il n'y a aucun cas chez nous, il n'y a pas d'urgence. » Ce que je vous dis, Monsieur le Président Legendre, est vrai. Nous avions très tôt conscience de ce que l'épidémie inéluctable aurait des conséquences massives, c'est vrai. Nous avons essayé de coordonner les actions et pourtant, certains donnaient le sentiment de ne pas avoir saisi. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, tout le monde, y compris le Royaume-Uni, qui était parti sur une stratégie un peu différente, en vient à la nécessité progressive de confiner avec ces mots, avec les caractéristiques propres à chaque pays. J'ai écouté la chancelière Merkel hier soir, qui parle dans son pays, avec son histoire, et qui n'a pas voulu imposer le confinement, mais qui a recommandé très vivement à ses concitoyens de rester chez eux. C'est-à-dire qui mettent en place des réponses qui sont comparables à celles que nous voulons et nous avons mises en place. Autrement dit, l'ensemble des pays qui sont confrontés à cette crise sanitaire ont compris qu'il fallait à la fois confiner, multiplier les gestes barrières, augmenter les capacités d'accueil dans les hôpitaux, mobiliser la totalité du système pour faire en sorte de lisser au maximum l'apparition du pic épidémique. C'est ce que nous faisons de façon résolue, en pensant aux plus fragiles, en accompagnant dans toute la mesure du possible ceux qui sont en première ligne, en mobilisant les énergies sur le territoire national. Je reprends au bon la question posée par Pierre Dharréville sur les respirateurs, en faisant en sorte que l'industrie nationale, qui doit continuer à fonctionner, je le dis, je le répète, qui doit continuer à fonctionner, puisse nous aider à équiper, Monsieur le Président Legendre, l'ensemble de ceux qui doivent l'être. C'est l'enjeu que nous avons relevé. C'est un enjeu très lourd, très lourd, très lourd. Et c'est une responsabilité considérable qui ne pèse pas simplement sur les épaules du chef du gouvernement ou des membres du gouvernement, qui repose sur tous ceux qui parlent à nos concitoyens, sur tous ceux qui agissent au service de nos concitoyens. Dans ce combat, fort heureusement, personne n'est seul. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Emmanuelle Ménard, députée non inscrite. Merci, Monsieur le Président. Ma question, ou plutôt mes questions, concernent plusieurs ministres. Je les poserai donc au premier d'entre eux. Une question d'ordre sanitaire d'abord. Dans l'Ouest Hérault, nous sommes nous aussi confrontés à une pénurie sévère de masques et de gel hydroalcoolique. À Béziers, nous avons été interpellés, entre autres, par les infirmiers libéraux. La mairie a réquisitionné les gels qui restaient des opérations de vote du dimanche 15 mars pour les leur remettre. Mais ce ne sera pas suffisant. Les livraisons annoncées par le président de la République ne sont toujours pas arrivées, les pharmacies locales ne recevant les boîtes de masques qu'au compte-gouttes. Pourquoi un tel retard? Nous avons besoin d'une explication. Une question d'ordre sécuritaire ensuite. Depuis que le confinement est entré en vigueur, les forces de police constatent son efficacité plus que mitigée. Muni d'une attestation sur l'honneur, vous pouvez sortir 10 fois par jour de votre domicile sous prétexte d'aller vous approvisionner. Si les forces de police et de gendarmerie contrôlent ces déplacements, elles ne peuvent pas être partout. Hier à Béziers, la police municipale a procédé à pas moins de 300 contrôles et 50 procès-verbaux, rien que pour la journée d'hier.
Quelles nouvelles mesures comptez-vous prendre pour y remédier? Un couvre-feu est-il envisagé pour simplifier la tâche des forces de l'ordre? Cela me semble aujourd'hui une réponse essentielle. Une question concernant les collectivités territoriales. Les mesures de chômage partiel annoncées par le gouvernement ne s'appliquent qu'au privé. Les contractuels de droit public ne peuvent pas en bénéficier. Peut-on mettre en place une dérogation afin que les collectivités territoriales puissent y avoir recours? Et une question d'ordre économique enfin. Des chefs d'entreprise du Biterrois m'ont alerté sur le fait qu'ils auraient souhaité actionner leur assurance perte d'exploitation pour faire face à cette crise sans précédent. Or, la quasi-totalité des contrats exclut l'événement épidémique. Quelle solution le gouvernement peut-il proposer pour y remédier? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Oui, Madame la députée, vous avez posé beaucoup de questions en 2 minutes, je ne pourrai pas répondre à tout. Pardonnez-moi. Vous donnez des informations qui vous intéresseront peut-être en particulier sur l'Occitanie. D'abord, vous dire que conformément à ce qui a été annoncé par le Président de la République, les masques ont été livrés aux médecins et infirmiers libéraux dans le territoire d'Occitanie le 18 mars. Nous sommes aujourd'hui le 19, les masques sont donc arrivés hier. Vous dire que ça ne suffise pas par rapport aux besoins qui sont importants. En fait, tout relève de la doctrine d'emploi des masques et du rationnement des masques qui a été, et du rationnel d'utilisation, rationnel de résilience d'utilisation de ces masques qui a été expliqué aux différents acteurs de la santé, tant dans le domaine des médecins libéraux que des infirmières, que des kinés, que des pharmaciens, etc. Les choses s'organisent, elles mettent effectivement en tension une logistique qui n'est pas habituée à ces questions-là et qui est obligée d'être extrêmement réactive. La réactivité de la logistique, elle a permis par exemple, toujours dans votre territoire d'Occitanie, de livrer 2 établissements de santé en urgence au titre de réassort le 16 mars. Vous savez, Madame la députée, à Montpellier, par exemple, il y a eu quelques pertes de masques. Et quand je dis pertes, il y a eu des vols de masques. Et c'est aussi un des sujets qui déstructure énormément les systèmes de livraison, d'achalandage des pharmacies et des hôpitaux. 14 000 masques indispensables pour protéger les soignants, indispensables pour protéger les patients, ont été volés à l'hôpital de Montpellier. Volés. Des masques sont volés tous les jours dans les hôpitaux. Ils sont volés parfois jusque dans les officines, pas par les pharmaciens qui en sont les premières victimes. Je le dis, il faut un discours de responsabilité. Un discours de responsabilité sur l'usage de ces masques parce qu'à chaque fois qu'ils sont volés, c'est extrêmement déstructurant pour toute la filière d'organisation et de livraison. Mais encore une fois, s'agissant du territoire que vous citez, l'Occitanie, je le redis, livraison des pharmacies d'officine le 18 mars, conformément aux engagements du Président de la République, et livraison de réassorts d'urgence dans 2 établissements de santé qui étaient en grand besoin dès le 16 mars. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune du groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, elles et ils sont en première ligne. Elles et ils, ce sont tous les professionnels de santé qui interviennent dans nos hôpitaux, nos cabinets libéraux, nos pharmacies, nos EHPAD, mais aussi à domicile. Je veux ici leur rendre hommage tant leur dévouement est exceptionnel. Ils sont au front et en première ligne car nous sommes en guerre et pourtant on les envoie combattre sans protection. Il y a 2 jours, dans un CHU, les infirmières et aides-soignantes d'un service de médecine ont dû renoncer au port du masque. Motif invoqué, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Un professeur de médecine de la Salpêtrière à Paris nous a indiqué hier qu'ils avaient des stocks de masques insuffisants jusqu'à vendredi. 2 pharmacies de Massirco, effectivement, ont bien été livrées mercredi à hauteur de 500 masques seulement pour approvisionner médecins, infirmières, kinés, personnel de pharmacie. Ce n'est pas suffisant et dans 1 semaine, ils seront à nouveau en rupture sans avoir aucune assurance sur la prochaine livraison. Dans son discours, le Président de la République indiquait « Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire et nous y veillerons ». Mais pour l'instant, la promesse n'est pas tenue. Et que dire des pompiers, des forces de l'ordre, des caissières, des éboueurs, tous ceux au contact de la population, sans masque eux aussi. Comment en sommes-nous arrivés à cette pénurie? Il faudra répondre de cela, Monsieur le Premier ministre, quand la crise sera derrière nous. Le moment venu, à l'aune des déclarations de Madame Buzyn, beaucoup de questions se poseront. Il faudra en répondre devant la représentation nationale, mais surtout devant les soignants et devant les Français. Mais pour l'heure, pouvez-vous nous garantir que dès demain, dans tous les points du territoire,
L'ensemble du personnel soignant, qu'il soit en cabinet, en hôpital, en EHPAD ou qu'il intervienne à domicile, mais aussi le personnel des pharmacies, les pompiers, les paramédicaux, auront les moyens, tant que durera la crise, de se protéger pour nous protéger. Question complémentaire, allez-vous supprimer le jour de carence pour les fonctionnaires atteints du Covid-19? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Christine Pires-Beaune. Nous aurons, Madame Pires-Beaune, collectivement, à répondre à la question qui consiste à savoir est-ce que la France dispose depuis 10 ans des capacités de faire face en pratique à des besoins accrus, très denses, dans un cadre épidémique, des besoins de protection. Jusqu'en 2011 et ensuite jusqu'en 2013, Madame Pires-Beaune, 2013, pas 2020, 2013, c'était une autre mandature, il y a eu jusqu'à 1 milliard de masques de stock d'État. 1 milliard de masques de stock d'État. Et puis, il a été décidé, 2011, 2013, Madame la députée, que ce milliard de stock d'État n'était plus indispensable tant les capacités de production mondiale de masques étaient désormais intenses, notamment en Asie. Encore une fois, la crise sanitaire a frappé la Chine, le premier pays producteur au monde, qui a donc exploité la totalité de ses stocks et ses capacités de production. La Chine que je remercie, puisque hier, nous avons eu des livraisons d'1 million de masques en provenance de Chine au titre de la solidarité, et je les remercie pour ce geste qu'ils ont fait envers nous. Vous savez, à un moment donné, on leur a tendu la main quand ils avaient besoin de masques et de matériel. On a pu entendre quelques reproches en disant est-ce que c'est bien raisonnable. Moi, je suis très heureux que nous ayons fait preuve de solidarité, parce que la solidarité, généralement, elle renvoie aussi l'ascenseur. Et aujourd'hui que nous avons besoin de l'ensemble des pays qui sont capables de nous soutenir, on peut s'enorgueillir de recevoir à notre tour ce soutien. Je pourrais vous parler des innombrables commandes que nous passons dans le monde entier, pour avoir du matériel de protection qui arrive. Ça progresse. Il n'y a aucun enjeu financier derrière cela, ce que je disais à M. Darville tout à l'heure. Dès que nous pouvons acheter, nous achetons, mais il faut que ce soit des masques sécurisés, qui répondent aux normes de protection, et nous en produisons des quantités dont j'ai parlé, que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous dire qu'il y a une doctrine de répartition des masques, je pourrais vous décliner, mais qui est en toute transparence. Pour les médecins de ville, les biologistes médicaux, les infirmiers de ville, ce sont 18 masques par semaine et par professionnel. Pour les pharmaciens d'officine, 18 masques par semaine et par professionnel. Pour les masseurs kinés, 6 masques par semaine pour pouvoir faire du coup des choix et gérer les urgences. Les sages-femmes, 6 masques. Les chirurgiens dentistes ont réussi à s'organiser. J'étais avec le Conseil de l'Ordre. Ils ont une livraison de masques et ils sont capables d'assurer toutes les urgences sur le territoire pendant au moins 6 semaines. Les services d'aide à domicile, nous sommes en train de travailler avec eux pour voir si nous avons un système plus simple d'acheminement et d'achalandage. Les besoins évoluent très vite. Ils évoluent très fort d'un territoire à l'autre en fonction de la force de la circulation du virus. Il nous faut être réactifs. Nous travaillons avec les professionnels. Encore une fois, s'il doit y avoir un jour des polémiques, aucun problème, je suis très à l'aise avec ça. Et on pourra se retrouver et discuter en transparence. Là, l'heure aujourd'hui, tout le monde en ait conscience, l'heure, elle est de consacrer la totalité de nos forces collectives, de notre énergie, à soutenir celles et ceux qui sauvent des vies tous les jours dans les hôpitaux et en médecine de ville. Merci, Monsieur le Ministre. Nous poursuivons maintenant notre séance avec des questions portant sur des thèmes économiques et sociaux. La parole est à Madame Annie Genevard pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la catastrophe sanitaire que connaît notre pays avec l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement ont plongé en quelques heures la France dans une crise économique majeure. Nous en avons déjà connu. Celle de 2008 avait fait chuter le PIB de 2,5 points et exigé de l'État un effort de 45 milliards d'euros. Mais cette crise est particulièrement violente. Elle touche toutes les entreprises, toutes les activités, tous les territoires, tous les Français. L'inquiétude est à son comble. La BPI a enregistré en 4 jours 12 000 demandes d'intervention, dont la moitié concerne des TPE. L'urgence est de préserver l'emploi et d'éviter les faillites. Il faut aller vite et taper juste. C'est pourquoi les Républicains approuvent les mesures du gouvernement qui visent à prévenir les difficultés de trésorerie et à compenser les pertes d'exploitation. Éric Woerth avait déposé il y a peu une proposition de loi en ce sens. Les questions affluent à nos permanences. Comment accéder au chômage partiel quand les entreprises ont suspendu leur activité pour protéger leur personnel et leurs clients? Certaines n'y ont pas droit. N'est-il pas légitime d'accéder au fonds de solidarité même si l'on n'atteint pas exactement le seuil de 70% de baisse de chiffre d'affaires?
Comment sécuriser les baux commerciaux si les loyers ne sont pas versés? Comment se relèvera-t-on lorsqu'il faudra payer les charges différées et rembourser les prêts? Tant de questions et tant d'angoisses exprimées qui appellent des réponses et sans doute des ajustements par amendement. Monsieur le Premier ministre, pour n'oublier personne, pour que cette pandémie ne se double pas d'un effondrement économique, pour pouvoir répondre au mieux à toutes ces questions, êtes-vous prêt à étudier avec les Républicains les évolutions qui s'avéreraient nécessaires? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Genevard. Merci d'abord de souligner effectivement la mobilisation collective sur ces sujets économiques à un moment où les entreprises, et au premier rang les TPE, sont très inquiètes sur leur situation et sollicitent une aide massive. Cette aide massive, elle existe, elle est en place, elle est inédite. Je veux ici rappeler les grands axes de cette aide massive. En premier lieu, effectivement, la possibilité d'accéder à un dispositif d'activité partielle qui n'a pas eu d'égal dans l'histoire de la France, puisque nous allons jusqu'à 4,5 fois le SMIC en matière de prise en charge. L'idée est ici de garder le lien entre l'entreprise et le salarié de façon à pouvoir redémarrer lorsque la crise sera finie. Et la ministre du Travail, qui est juste en face de moi et qui a monté ce système, peut vous dire que l'entreprise a jusqu'à 30 jours pour déposer sa demande, que sa prise en compte sera rétroactive, qu'au surplus, toutes les entreprises, quel que soit leur statut, en bénéficient, et je veux bien préciser ce point. En deuxième lieu, nous repoussons les échéances sociales et fiscales. Je le précise pour les entreprises qui sont en situation de trésorerie tendue du fait du coronavirus. Il nous est arrivé d'avoir des demandes de grandes entreprises qui vont très bien. Il est évident que ça ne les concerne pas. Pour ces entreprises en difficulté, c'est simple comme un coup de fil ou comme un message, un mail ou comme une connexion sur le site Internet. Et nos directs avec des numéros et les CCI et les CMA sont en appui pour accompagner les entreprises. Je veux également préciser, parce que vous l'avez dit, que se passera-t-il si elles n'arrivent pas à payer dans le futur? Bien entendu, nous prendrons en compte cette situation. C'est ce que nous faisons dans la vie normale avec les entreprises en difficulté lorsque nous discutons d'échéanciers. Donc un dégrèvement sera possible. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bruno Millienne pour le groupe MoDem. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Aux côtés des soignants à qui nous ne rendrons jamais assez hommage, partout en France, se trouvent ceux qui, grâce à leur travail, permettent à notre pays de continuer de fonctionner. Je veux parler de tous les travailleurs qui, dans les entreprises, et lorsque les précautions d'organisation sanitaire indispensables ont été prises, permettent de continuer à faire tourner l'économie de notre pays. Ce sont tous ceux qui participent à l'économie de guerre en travaillant dans l'agroalimentaire ou l'industrie, la logistique ou les transports. Et au nom de la représentation nationale, je veux leur rendre hommage aujourd'hui. Nous produisons assez pour nourrir et assurer le quotidien des Français et il faut continuer ainsi. Les Français sont confinés auprès de leurs enfants ou en télétravail, mais il y en a beaucoup qui travaillent. Dans chaque entreprise où l'activité continue, les dispositions nécessaires ont été prises avec beaucoup de rigueur et ces salariés travaillent pour que la France continue à vivre. De la fourche à la fourchette, dans toutes les usines où dirigeants et salariés ont organisé le travail sans risque sanitaire, sur les chantiers ou dans les collectivités, nous avons aussi beaucoup de héros du quotidien. Ils assurent la vie courante des Français et produisent de la richesse pour financer les mesures de soutien d'aujourd'hui et la relance de demain. Dans une guerre, il y a les soldats et il y a l'arrière. Ceux-ci doivent savoir qu'ils ont notre gratitude et que nous comptons sur eux. Aussi, Madame la Secrétaire d'État, pouvez-vous rassurer la représentation nationale et les Français sur le fait qu'il n'y aura ni problème d'approvisionnement, ni pénurie, grâce surtout à tous ceux qui font en sorte que, malgré la crise, chacun continue à travailler à chaque fois que c'est possible et sans risque. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Millienne, merci vraiment de mettre le projecteur sur tous ceux qui, en appui de la première ligne sanitaire, continuent à faire tourner notre pays, à faire en sorte
que la production de médicaments, la production d'alimentation, la distribution de ces biens de première nécessité se poursuit sur l'ensemble du territoire. Je ne vais pas tous citer tous les secteurs, le transport, les déchets, l'eau, les banques, tous ces services qui sont aujourd'hui ouverts et qui rendent des services absolument indispensable à l'ensemble des Français. Je n'ai pas cité la logistique, il faudrait le faire. Et donc je veux également vous rassurer, car l'ensemble de la filière agroalimentaire, de la production jusqu'à la distribution, est totalement engagé pour assurer la régularité de l'alimentation des Français. Régularité dans la production, évidemment, et en particulier en se concentrant sur les biens de première nécessité et en augmentant les productions. Et cela se fait avec un travail que nous menons aussi avec le ministère du Travail pour assurer la protection des salariés. C'est une nécessité, mais nous savons produire en respectant les règles et les gestes barrières et en aménageant les postes de travail. La deuxième chose, c'est en assurant le transport et la logistique. Là aussi, nous sommes en train d'adapter, et le secrétaire d'État au transport va sortir un décret très prochainement qui permettra d'adapter le cadre de travail de façon à assurer le maximum de sécurité des salariés pour continuer à livrer. Et enfin, la distribution. Nous avons un point téléphonique quotidien avec l'ensemble de la filière, là aussi pour nous assurer, en levant toutes les barrières, y compris en assouplissant les conditions de travail, en assouplissant les horaires de façon à couvrir l'ensemble des sujets pour que cette distribution soit là pour les Français. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Patricia Lemoine pour le groupe UDI Agir. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Depuis le début de cette crise, votre ministère est pleinement mobilisé et notre groupe tient à saluer ici le travail accompli par vos services dans un contexte sanitaire totalement inédit depuis un siècle. Vous agissez pour soutenir et protéger nos entreprises avec un plan d'urgence sans précédent pour éviter leur faillite et préserver l'emploi. Pourtant, ces dispositifs que nous soutiendrons lors de l'examen du PLFR comportent des incohérences qui ont pour conséquence de léser une partie des acteurs de notre tissu économique. Je veux ici parler des indépendants, des commerçants et des artisans. En effet, bien qu'il soit naturel que les grandes surfaces puissent approvisionner les Français en produits de première nécessité et d'alimentation, nous pouvons nous interroger sur la pertinence de la vente d'autres marchandises moins indispensables, telles que les vêtements, les fleurs, le bricolage, les produits de loisirs, tandis que les petits commerces proposant ce type de produits sont contraints à la fermeture. C'est un fait, Madame la secrétaire d'État, ces grandes surfaces profitent, involontairement peut-être, mais bien directement, des pics d'affluence générés par cette crise sanitaire pour renforcer leurs profits, là où d'autres se meurent. Dans tous les territoires, nous sommes alertés par ces indépendants et ces commerçants qui assistent impuissants à ce constat. Ils redoutent à raison de ne pouvoir survivre économiquement à cette crise. Madame la secrétaire d'État, j'ai donc deux questions. Quelles mesures pouvez-vous nous proposer afin d'éviter que cette distorsion de concurrence se poursuive, d'autant que nous souhaitons aussi vous alerter sur la nécessité de contrôler les prix qui s'envolent, notamment à Rungis. Quelles mesures spécifiquement adaptées à leur statut comptez-vous mettre en œuvre à l'attention de cette catégorie de travailleurs privés de leurs revenus? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lemoine. Je veux d'abord vous rassurer car les artisans et les commerçants doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous. Ils peuvent compter sur nous parce que nous avons mis en place un plan de soutien économique absolument massif. J'ai cité les mesures de chômage partiel pour leurs salariés. J'ai cité les mesures de soutien à la trésorerie. Je veux également citer le fonds de solidarité spécifiquement dédié aux indépendants qui réalisent moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui ont dû fermer leur commerce du fait des arrêtés, ou ceux relevant d'un certain nombre de secteurs qui ont perdu plus de 70% de chiffre d'affaires depuis le début de la crise. En deuxième lieu, fort heureusement, tous les commerçants ne sont pas fermés. Et quelle que soit leur taille, pour certaines catégories, l'alimentaire, l'hygiène,
ces commerçants continuent à fonctionner. En troisième lieu, pour ceux qui sont fermés, nous mettons en place c'est fort inapproprié dans le contexte. Nous mettons en place un soutien pour qu'ils puissent avoir accès aux plateformes en ligne pour continuer à fonctionner en débit. Je vous propose de vous interrompre, que vous puissiez prendre un verre d'eau. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure en réponse à la question de notre collègue. Et je passe aussitôt la parole à Monsieur Alexis Corbière. Ensuite, il sera répondu à la question de Monsieur Corbière et Madame la Ministre reprendra la parole, si vous voulez bien. La parole est donc à Monsieur Alexis Corbière pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 14 mars, le ministre de la Santé a dressé par arrêté la longue liste des établissements ne pouvant plus accueillir du public. Dans le même arrêté, il a établi celle des activités qui font exception et qui sont donc autorisées. Un cran au-dessus, le Président de la République a lancé un appel à la population, je le cite, « Si vous voulez nous aider, restez chez vous ». Pourtant, le 18 mars, la ministre du Travail s'est inquiétée d'un prétendu recours abusif, selon elle, au chômage partiel, et le ministre de l'Économie a exhorté tous les salariés des entreprises qu'elle a qualifiées d'essentielles à se rendre au travail. Or, jamais, dans un arrêté, il n'a été indiqué ce qu'est une activité essentielle. Ces injonctions contradictoires créent de la confusion et méritent précision. Dans certaines entreprises, par exemple dans l'industrie automobile, la mobilisation des syndicats a permis une mise à l'arrêt de l'activité et ces salariés peuvent désormais se confiner sans aucun préjudice porté aux intérêts de la nation. Une question se pose donc ici. Qui décide de ce qui est essentiel ou non? Ce sujet ne peut être tranché uniquement par une poignée des membres de l'exécutif. La mobilisation sanitaire doit être une large mobilisation humaine et sociale. Les travailleurs doivent se réunir sur les lieux de production pour en débattre dans les meilleures conditions sanitaires. La communauté scientifique, les groupes politiques et surtout les salariés doivent être associés. Une fois défini ce qui est essentiel, il faut garantir la protection des travailleurs, toujours en association avec eux. Je pense par exemple à ces éboueurs d'Otus en Seine-Saint-Denis, mon département, qui ont exercé hier leur droit de retrait car ils n'avaient ni masque ni moyen de se laver les mains correctement. Je demande donc, Monsieur le Premier ministre, comment est défini le périmètre de ce qui est une activité essentielle? Accepteriez-vous d'associer les syndicats, les partis, la communauté scientifique et d'autres à la définition de ce périmètre? Enfin, comment comptez-vous assurer la protection de nos héros en blouse blanche, mais aussi en bleu travail ou gilet fluorescent? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexis Corbière, je vous remercie de votre question, ça permet de clarifier. L'arrêté de dimanche interdit certaines activités, les bars, les restaurants, tout le monde connaît la liste. Et évidemment, automatiquement, tous les salariés de ces secteurs sont en chômage partiel. Ce qui n'est pas interdit est autorisé en matière de travail. Et là, je voudrais faire prendre conscience tout le monde que nous sommes très interdépendants pour la santé et tous en soutien des soignants qui sont au front de cette guerre. Mais que derrière, à l'arrière, comme on dit en langage de guerre, il faut aussi que les activités continuent. Les Français, ils ont besoin de produits alimentaires, de produits de nettoyage. Ils ont besoin d'Internet pour l'école à la maison et pour le télétravail. Ils ont besoin d'électricité. Ils ont besoin de transport. Je ne vais pas faire la longue liste, mais quand vous regardez de bout en bout, il n'y a pas de métier qui soit inutile à la nation. Et moi, je voudrais saluer à mon tour tous ceux, auxiliaires de vie, caissières, chauffeurs-livreurs, éboueurs, qui contribuent par leur travail à l'action de la nation et au soutien de nos soignants. Alors après, ça ne se fait pas à n'importe quelle condition. Et là, on va se rejoindre. Il n'est pas question de mettre en danger la protection des salariés. Ma première priorité, c'est de sauvegarder l'emploi. C'est pour ça que nous faisons un plan de chômage partiel massif comme on n'a jamais fait en France. Mais ma seconde priorité ex aequo, c'est la protection des salariés. Et oui, j'ai appelé ce matin solennellement toutes les entreprises qui ne l'ont pas encore fait à réunir aujourd'hui leur comité social et économique et sa commission santé et sécurité pour discuter les conditions de protection, la manière dont on travaille,
le travail doit continuer, mais il doit changer. On doit travailler autrement pour assurer la protection. Alors oui, ce sera peut-être un travail dégradé, ralenti, pas complet, avec des équipes qui ne se croisent pas, avec des distances plus grandes, avec une autre organisation des transports, mais c'est essentiel et j'en appelle à la responsabilité des employeurs. Nous avons un call tous les jours avec les organisations syndicales et patronales et je crois que le message aujourd'hui, on discute dans les entreprises pour organiser le travail en protégeant les salariés. Merci, Madame la Ministre. La parole est à donc, Madame Agnès Pannier-Runacher, si vous voulez compléter, Monsieur le député, la réponse à notre collègue Madame Lemoine, réponse Merci. que vous aviez esquissée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais effectivement, après le Fonds de solidarité, conclure sur le fait que nous travaillions avec Cédric O à mettre en place des plateformes numériques à disposition des artisans et des commerçants pour leur permettre de continuer à travailler, mais magasins fermés, c'est-à-dire à faire des livraisons. Et je pense que dans la restauration, par exemple, on a des besoins qui sont en train de monter. On l'a observé en Chine, on l'observe en Italie. Les Français sont à la maison, ils ne vont pas nécessairement toujours cuisiner. Et donc, nous organisons cela non seulement pour donner du chiffre d'affaires aux artisans et leur permettre de poursuivre leur activité, mais également pour rendre un service aux Français, le tout en protection, puisque nous avons mis en place un guide de précaution dans les livraisons qui doit être appliqué et que vont appliquer l'ensemble de ces plateformes pour garantir à leurs salariés et aux Français le maximum de sécurité sanitaire. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Fabien Roussel pour le groupe de la Gauche démocratique républicaine. Monsieur le Premier ministre, le monde du travail est en première ligne. Il y a d'abord toutes celles et ceux qui assument des activités essentielles au bon fonctionnement de notre pays, et nous pensons bien sûr à tous les soignants auxquels la nation doit exprimer une infinie reconnaissance. Mais il y a aussi tous les autres, les auxiliaires de vie auprès des personnes âgées, ceux qui vivent au quotidien auprès des personnes handicapées, les policiers, les gendarmes, les pompiers ou encore les personnels pénitentiaires. Ils sont ainsi des dizaines de milliers, forcément au contact d'autres personnes, qui font un travail admirable, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas faire garder leurs enfants, pourquoi ils n'ont pas de masque, de gel, de gants. Il y a aussi toutes celles et ceux qui, dans le privé comme dans le public, nous permettent de continuer à vivre du mieux possible, que ce soit les enseignants, les fonctionnaires, les caissières, les livreurs, les postiers, tous sont indispensables, mais eux aussi se sentent oubliés car ils n'ont pas de protection. Ils doivent faire valoir leur droit de retrait quand leur direction les met en danger, comme chez Amazon ou General Electric à Belfort. Il y a aussi tous ces travailleurs qui ont peur d'être licenciés. Interdisez, Monsieur le Premier ministre, les licenciements dans cette période au moins. Et puis, il y a ceux qui se demandent pourquoi ils doivent aller travailler au péril de leur santé dans des secteurs non essentiels, dans le bâtiment, pour produire des rétroviseurs dans le Grand Est, ou pour fabriquer des paquebots à Saint-Nazaire, ou encore des trains à Valenciennes. Il y a ceux, comme les travailleurs des ports, qui demandent à ce que les activités se concentrent seulement sur le strict nécessaire, sans règles claires. Des entreprises non indispensables continuent de tourner. Il ne peut pas y avoir d'un côté un confinement total et de l'autre des salariés qui prennent les transports pour aller au travail et se regroupent dans leur entreprise. Monsieur le Premier ministre, celles et ceux qui sont au front sont souvent les mêmes. Que comptez-vous faire pour les protéger? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabien Roussel, permettez-moi d'abord de souhaiter un prompt rétablissement au Président Chassaigne. Vous avez raison, vous l'avez dit, il y a les héros du quotidien aujourd'hui. Ce sont de multiples métiers qui permettent de continuer à apporter les biens, les services indispensables à la vie quotidienne de tous les Français. Alors, certains voudraient qu'on fasse une liste des métiers indispensables ou pas. C'est très compliqué. Je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise de fabrication de cartons d'emballage qui s'est arrêtée il y a quelques jours. Sauf que ces cartons, il y en a qui servent à l'agroalimentaire pour que la farine arrive au boulanger, il y en a qui servent à emballer les packs de gel qui vont arriver dans les hôpitaux. Et en fait, quand on regarde de bout en bout, il n'y a pas beaucoup d'activités qui peuvent s'arrêter complètement. Et moi, je m'excuse, mais quand une fédération du bâtiment, c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, appelle ce matin à s'arrêter tout le travail dans toutes les entreprises du bâtiment, comment on va faire s'il n'y a pas de plombier pour réparer une panne urgente? Il y a des services qui doivent être absolument assurés.
Donc pour moi, la solution, ça n'est pas de définir au scalpel ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Par contre, on ne travaille pas de la même façon. Et il y a des solutions. La grande distribution, il y a des enseignes, on travaille avec eux tous les jours et avec le ministre de l'économie et des finances qui ont mis en place des plexiglas pour poser les caissières, du gel, des gants. Il y a des solutions. Dans le bâtiment, il y a des entreprises qui ont dit « Ah oui, le problème, c'est le transport. Toute l'équipe est dans la camionnette. » Eh bien, on part en 3 voitures, on rembourse les frais. Et sur le chantier, on l'organise différemment avec une équipe du matin, une équipe de soir, et on est toujours à plus de 2 mètres, mais on dépanne la personne âgée qui est seule chez elle et on lui fait une réparation urgente. Donc, je crois que la solution, ce n'est pas blanc ou noir. C'est d'abord, je redis, qu'on discute dans toutes les entreprises, avec les syndicats, avec les salariés. Quelles sont les activités qu'il faut continuer? Comment, surtout, on organise le travail pour protéger les salariés? C'est ainsi que nous rendrons à la fois la vie quotidienne possible pour les Français, nous protégerons les salariés et que nous saurons repartir avec les compétences nécessaires demain, quand la crise sera terminée. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Michèle Peyron pour le groupe La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Il nous est pour tous, je pense, difficile ce matin de prendre la parole face à la crise sanitaire à laquelle notre pays doit faire face. Mais il est de notre responsabilité de parlementaires d'accompagner le gouvernement. Je m'exprime aujourd'hui à 2 voix. En effet, je souhaite associer à cette prise de parole mon collègue Mickaël Nogal, à côté de moi, avec qui nous œuvrons depuis vendredi pour le groupe La République En Marche en tant que référence sur les enjeux du Covid-19. Nous alimentons notamment nos collègues sur tous les enjeux dans leur circonscription. Nous sommes à la disposition de tous. Avant toute autre chose, je tiens à saluer tous les personnels soignants du secteur public, mais aussi du secteur privé, qui donnent sans retenue depuis de nombreux jours. Enfin, je tiens à témoigner mon plus grand soutien à nos collègues touchés directement ou indirectement par la maladie. Ma question s'adresse à Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Le président de la République et le Premier ministre ont annoncé différentes mesures pour soutenir notre économie et notamment nos entreprises. Parmi ces mesures, le gouvernement a prévu un report de charges, un report des échéances bancaires, une suspension des loyers et des factures, ainsi que l'absence d'impôts ou de cotisations sociales pour les plus petites d'entre elles. Le chômage partiel sera généralisé et l'État garantira à tout salarié dans cette situation 80% de son salaire et 100% s'il est au SMIC. Nos associations sont également directement impactées par l'épidémie et les mesures prises par le gouvernement afin de protéger la population. Nous ne devons pas oublier que les associations représentent 10% du PIB et 1 800 000 emplois. Elles agissent quotidiennement pour les personnes les plus vulnérables et sont au fondement de la solidarité. Cette solidarité qui est, dans la période que nous vivons, primordiale et nécessaire. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que les associations, au même titre que les entreprises, seront également destinataires de ces mesures? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Peyron. Le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, dans un moment de crise comme celui que nous connaissons, un certain nombre de choses se révèlent. Et moi, ce sur quoi je veux insister, c'est aussi ce qui se révèle depuis quelques jours maintenant et ce grand besoin et ce grand témoignage de solidarité et de lien qu'expriment les Français, évidemment à 20h en se rendant à leur fenêtre, mais plus globalement en cherchant comment ils peuvent aider et comment ils peuvent être utiles pendant cette crise. Et pour cela, nous avons besoin des associations. Nous avons besoin des associations parce qu'elles ont un rôle social absolument majeur et que dans ce contexte, le social, l'aide d'urgence aux plus démunis, ça n'est pas du deuxième rideau à côté du sanitaire, c'est au moins aussi important parce que nous savons que dans une crise sanitaire comme celle-ci, les premières victimes peuvent être celles qui sont d'habitude les plus vulnérables et les plus éloignées. C'est la raison pour laquelle, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons réuni les réseaux associatifs pour faire le point avec eux en début de semaine. Il y a un message qu'il faut faire passer, et je vous remercie vraiment, Madame la députée Peyron, pour votre question, c'est que l'ensemble des mesures qui ont été annoncées en soutien aux entreprises sont ouvertes aux associations employeuses, en matière de chômage partiel pour maintenir les emplois, en matière de décalage du paiement des impôts et des charges, en matière de délai donné aussi sur le paiement des loyers, des charges en matière d'électricité, etc. Toutes ces mesures-là sont ouvertes aux associations et j'invite les associations qui se posent des questions à se rendre sur notre site association.gouv.fr pour avoir toutes les informations et tous les contacts pour faire valoir leurs droits. La deuxième chose, c'est que nous avons des associations qui manquent de bras aujourd'hui, il faut le dire. Les Restos du Cœur,
un tiers des bénévoles ont plus de 70 ans. Je parle des bénévoles réguliers. Évidemment, ces bénévoles, en ce moment, ils sont confinés chez eux et ils ne peuvent pas sortir faire du bénévolat parce qu'ils sont les plus à risque face à l'épidémie. Il faut donc mobiliser les Français. À la demande du Président de la République et du Premier ministre, nous allons lancer, dans les heures qui viennent, un appel à la mobilisation des Français pour répondre à cette pénurie de bénévoles que nous constatons dans un certain nombre de secteurs absolument vitaux pour beaucoup de Français. Une plateforme va être lancée pour mettre en relation ces associations avec les Français qui le pourront. Et évidemment, je sais que vous serez particulièrement mobilisés pour faire connaître ce dispositif. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons terminer cette séance avec une question portant sur le thème de l'éducation. Je cède la parole à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le ministre, les personnels soignants, réquisitionnés ou non, fournissent un effort considérable, 24 heures sur 24 et tous les jours, pour faire face à un afflux croissant de malades. Et cet effort doit être soutenu fortement et dans la durée. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé de mettre en place un service de garde pour permettre à tous les personnels soignants et plus largement à tous les fonctionnaires indispensables à la gestion de la crise sanitaire de faire garder leurs enfants. Pourtant, nous constatons dans certains secteurs de nombreuses difficultés pour mettre en place un service de garde qui fonctionne effectivement 24 heures sur 24. Monsieur le ministre, pourriez-vous faire le point devant la représentation nationale quant à la mise en œuvre de ce service de garde et envisagez-vous de prendre des mesures complémentaires comme par exemple le droit de réquisition de certains personnels, pour rendre effectif ce service de garde. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, pour cette question qui permet de faire le point sur ce que fait l'éducation nationale en ce moment. Nous avons deux missions essentielles en cette période. L'une, d'assurer l'enseignement pour les plus de 12 millions d'élèves à distance. Et vous avez les 850 000 professeurs mobilisés pour cela, avec le dispositif Ma classe à la maison, mais aussi toute une série de méthodes pour arriver jusqu'aux élèves. Nous avons eu quelques difficultés informatiques lundi, mais les choses s'améliorent au fil du temps. Et je voudrais rendre hommage à cette mobilisation de l'ensemble des professeurs de France. Et puis, il y a, vous l'avez dit, l'accueil des enfants des soignants. Et vous l'avez très bien dit, nous devons tous, nous tous les Français, et a fortiori, nous, le service public, être derrière les personnels soignants pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire dans la plus grande quiétude possible quant à la garde de leurs enfants. C'est pourquoi nous avons mis sur pied ce service. Ce service existe dans toute la France. C'est pour cette raison que la plupart des écoles et des collèges sont encore ouverts pour ce que nous appelons la permanence pédagogique. Et là, nous accueillons tous les enfants de soignants à partir du moment où il y a évidemment l'attestation de cela. Nous avons ainsi accueilli 28 000 élèves mardi dernier. Ils étaient 14 000 lundi, il y a donc une montée en puissance. Nous pensons que ça va être entre 30 et 40 000 élèves de manière stable qui sont accueillis par nos personnels. Il n'a pas été nécessaire de faire de réquisition. Nous avons eu des volontaires, auxquels je tiens à rendre hommage, des professeurs qui se sont présentés pour pouvoir être là. Et bien entendu, nous avons aussi le devoir de leur assurer de bonnes conditions sanitaires, notamment la présence de savon et de gel hydroalcoolique dans les écoles, la distance de plus de 1 mètre, et c'est aussi pour cela que ce n'est jamais des groupes de plus de 10 élèves. Il y a un autre sujet qui était implicite dans votre question, c'est-à-dire le mercredi et le week-end. Et là aussi, nous devons évidemment offrir un service au personnel soignant. Pour cela, il y a non seulement les personnels de l'éducation nationale volontaires, mais il y a aussi les personnels des collectivités locales. Nous nous sommes entendus avec les présidents des élus pour cela. Et puis aussi le monde associatif, auquel on vient de faire référence avec Gabriel Attal, parce que les associations sont mobilisées pour cela, pour que 7 jours sur 7, nous puissions assurer une garde au service des personnels soignants pour que leurs enfants soient gardés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous souhaitez intervenir, chers collègues ? Monsieur de Courson. Oui, Monsieur le Ministre, simplement une petite question complémentaire. C'est bien 24 heures sur 24 ? Parce que c'est ça aussi le problème des soignants, hein. C'est jour et nuit. Bien, une micro-réponse. Non, c'est 7 jours sur 7, mais ça n'est pas 24 heures sur 24. Et les mécanismes de garde de nuit doivent être probablement différents. Je ne peux pas assurer ça pour la nuit dans les écoles et les collèges. En revanche, que ce soit pendant toute la journée et que ce soit 7 jours sur 7, ça oui, nous le garantissons.
Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée, mais avant de lever la séance, je tiens à remercier les fonctionnaires et tous les personnels de l'Assemblée nationale qui se sont investis et s'investissent pour permettre à nos travaux de se dérouler. Je vous remercie de sortir de manière échelonnée. Prochaine séance cet après-midi à 15 h, projet de loi de finances rectificative pour 2020. La séance est levée.